que la disposition est faite pour respecter les consignes sanitaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui dure jusqu'au 10 juillet. Et il nous a semblé plus opportun de maintenir ce conseil municipal dans son local habituel pour cette séance un peu symbolique et protocolaire, plutôt que de le déplacer dans une salle moins adaptée. Vu le temps qu'il fait, le public peut être dehors et on peut ainsi fonctionner. Donc je vais demander à Madame Zora Diroussi de faire l'appel des conseillers municipaux. Bonsoir. Revol René. Présent. Diroussi Zora. Présente. Olivares Jean-Pierre. Présent. Verdier Nathalie. Présent. Voilé Frédéric. Présent. Ferron Cléo. Présent. Fiandino Franck. Présent. Kretz Cathy. Présent. Cellier Christophe. Présent. Montagne Marie-Sara. Derwish Mourad. Présent. Bijanzadeh Astaray Sona. Présent. Martin Jean-Luc. Vatelier Marie-Louise. Riche Jean-Loup. Pardon. Carmona Sylvie. Millet Pascal. Moguel Najat. Véziné Joël. Timon Betty. Marchoud Mostafa. Majorel Christine. Emès Pascal. Benhamed Amel. Cervelle Jacques. Ansidei Nicole. Gérassi Thomas. Marchetti Florence. Morvan Régis. Très bien, donc je constate que le conseil municipal est au complet. Il est donc désormais installé. Je vais vous proposer comme secrétaire de séance Monsieur Jean-Pierre Olivares. Il n'y a pas d'opposition à cela. Je considère Jean-Pierre Olivares comme secrétaire de séance. Pour présider ce conseil municipal, à partir de maintenant, je ne suis plus maire tant que l'élection n'a pas eu lieu. Et selon la tradition républicaine, c'est la doyenne de l'Assemblée qui va prendre la présidence de cette Assemblée. Et je suis particulièrement heureux d'inviter Madame Nicole Ansidei à rejoindre ma place. Non, venez Madame Ansidei. Elle peut traverser là, je lui enlève. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à tous les élus présents ce soir. Et mon premier mot est de leur dire merci. Merci de vous être engagés pour la gestion de la cité. C'est la définition du nom politique, du mot politique. Merci pour le temps que vous avez et que vous aurez à consacrer à cette tâche. Merci et bienvenue aux élus nouveaux, anciens, voire très anciens. C'est en tant que doyenne d'âge de cette assemblée que j'ai l'honneur d'être devant vous ce soir et de prendre la suite du déroulement de ce conseil municipal jusqu'à l'élection du nouveau maire de Grabel. Doyenne d'âge, je le suis, mais également, avec M. Revol, celle qui a occupé le plus longtemps, en fait 19 ans, des fonctions d'élu. Si je devais résumer et qualifier ces 19 années passées au sein de cette assemblée, durant 3 mandats avec 3 maires différents, je dirais pour ma part une belle expérience et une grande frustration. Cela peut paraître contradictoire, mais voilà pourquoi. Belle et enrichissante expérience que de s'investir
dans les affaires de la cité, de constater que grâce à vos choix, nos choix, au contact et au dialogue que nous avons avec nos concitoyens, nous changeons le visage de la commune, nous améliorons le quotidien des Grabellois et nous pouvons aider à résoudre des situations quelquefois compliquées. Nous sommes tous et nous devrions tous être ici pour ça. Mais il y a aussi dans un mandat d'élu local une grande frustration. Quel que soit le niveau de responsabilité qui fait que vous êtes ici, et j'ai vécu les deux situations, dans la majorité et dans l'opposition. Vous allez être un jour ou l'autre sollicité par des demandes particulières, voire des faveurs. Nous aurons deux façons, à mon sens, d'y répondre. On a tous envie d'être populaire. Ça flatte l'ego. On a tous envie de faire plaisir, au risque de promettre un peu n'importe quoi, d'engendrer de faux espoirs ou faire preuve de favoritisme. C'est facile, rapide, voire grisant. Mais combien le font sans assumer leurs actes? On peut aussi, au risque d'être qualifié de trop rigide, choisir d'être équitable, d'appliquer strictement les règles et d'expliquer pourquoi. En un mot, défendre l'intérêt général. C'est sûr, c'est beaucoup moins gratifiant, ni populaire. Mais c'est un choix et ce fut le mien. J'ai répété inlassablement, et je le pense encore aujourd'hui, qu'il est plus facile de dire oui que de dire non. J'estime que lorsqu'on est élu, quel que soit son niveau de responsabilité, nous sommes donc tous au service de l'intérêt général, de tous les habitants, ceux qui ont voté pour vous, ceux qui ont voté différemment et ceux qui n'ont pas voté. D'ailleurs, ce qui vient de se produire dimanche, avec 60% d'abstention, doit nous pousser à nous interroger sur le sens de ce vote, même si les circonstances exceptionnelles n'expliquent pas tout. Intérêt général, donc, c'est primordial, et non l'intérêt particulier, ni le sien, ni celui de ses proches. Je continue aussi de penser que nous ne sommes pas là pour faire de la politique, que le mandat d'élu local ne doit pas être un tremplin à une ambition politique ou servir de porte-voix à une idéologie, quelle qu'elle soit. Mais que les décisions doivent être prises strictement pour défendre l'intérêt général. Je profite de cette occasion pour m'adresser aux nouveaux élus d'opposition. Défendez vos idées, car nous avons des programmes très différents pour le Grabel de demain. Défendez vos positions, ça ouvrira le débat démocratique. Et communiquez, surtout communiquez. Les électeurs attendent cette information qui par ailleurs ne doit être jamais partisane. Les Grabellois attendent de nous tous de l'engagement, de l'investissement, du respect, de la disponibilité, de la probité, de la transparence. Des dossiers très importants attendent d'être traités, d'autres réouverts. Alors, mesdames et messieurs, au travail. Merci de m'avoir écouté. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire de Grabel. Donc, il ne sera peut-être pas nécessaire de faire à nouveau l'appel. Nous n'avons pas constaté que qui que ce soit ait quitté l'Assemblée, ni la salle. Donc, je déclare la séance ouverte. Et nous allons procéder au vote. Il est d'usage de désigner deux personnes pour procéder au dépouillement.
je pense que nous avons réfléchi à la question. Thomas et Cléo, est-ce que vous acceptez l'un et l'autre de participer ensuite au dépouillement du vote qui élira le maire de Grabel? Oui, bon. C'est bon. Donc vous pouvez venir vous asseoir ici, qui sera en groupe de chaises. Et je vais faire procéder, vous faites procéder au vote, c'est moi qui vais tourner. Passe par la clé. Comment? Il faut que vous fassiez l'appel à candidature. Ah oui. Asseyez-vous de Paris. Ah oui. Oui, prenez vos bulletins de vote, en effet. Alors, avant de faire circuler, puisque ce vote aura lieu à bulletin secret, est-ce qu'il y a dans la salle des candidatures pour le poste de maire? Donc, nous inscrivons M. René Revol. Y a-t-il d'autres candidatures? Bon, alors vous êtes le seul candidat, M. Revol. Vous avez sur vos tables un bulletin avec la Marianne de Grabel et un stylo. Je vous laisse écrire le nom du candidat que vous souhaitez soutenir. Je vais passer avec le panier pour le vote. Bah, on s'en fout. Et pas de dessin, pas de machin, on est bien sûr. Non, mais il y en a qui s'amusent pas à faire des gris-gris. C'est ça. René Revol. René Revol. Oui, pas de souci. Pas de souci. René Revol. René Revol. René Revol. René Revol. René Revol. Revol, René. Attention, on fait une... René Revol. René Revol. René Revol. Blanc. René Revol. Blanc. Blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. René Revol. René Revol. Revol. Revol René. René Revol. Revol René.
René Révol. René Revol. René Revol. R. Revol. René Revol. C'est tout fini. C'est un enfant. C'est un enfant. 23 votes, René Revol et 6 votes blancs. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? 23 votes, René Revol et 6 votes blancs. Donc il manque un vote, c'est ça? Non, il y en avait 29. D'accord. Il y en avait Non. Ok. Et donc, il faut que vous le déclariez élu. Donc, Monsieur Revol est largement élu nouveau maire de Grabel. Si, je vais la chercher. Et je la donne à Zora. Je vais mettre une enveloppe comme le jour de l'élection. Et les votes de bulletins blancs, voilà. Et ça, il faut que vous le signiez aussi. Non, je vais faire mon exemple, je l'enverrai à la presse. Non, non. Zora, je vous laisse l'honneur de ceindre Monsieur Revol. Oui. Je vais vous laisser vous asseoir. J'attends que Madame Ansidei s'installe avant de vous dire quelques mots et de procéder ensuite à la suite de l'ordre du jour. D'abord, je voudrais saluer Madame Ansidei car je l'ai connue quand j'étais parent d'élève et qu'elle était première adjointe en charge des écoles dans les années 90, année dans laquelle est né Thomas. D'accord ? Vous voyez, le temps passe. Et je la remercie beaucoup pour son discours particulièrement républicain. Quelques mots. Tout à l'heure, on m'a demandé si je ne devais pas avoir le trac puisque c'était la 3e fois. Ben, c'est faux, je suis extrêmement ému. Il faudra m'excuser un peu ce soir. La première chose que je voudrais dire, c'est que le mandat de maire, le mandat de conseiller municipal, d'adjoint, que l'on soit conseiller municipal de la majorité ou de l'opposition, ce n'est pas simplement un engagement citoyen, comme on peut le faire dans une association, dans une mission comme une autre, parfois avec intermittence. Car déjà, la première différence, c'est qu'il n'y a pas d'intermittence. Vous l'êtes en permanence. Vous êtes toujours soumis à la pression des événements. Vous êtes sollicité et il faut que chacun, et là je m'adresse au public, mesure ce que cela signifie. Les récompenses sont faibles.
les charges sont lourdes. Et c'est une chose qui est particulièrement gratifiante cependant, parce qu'on est vraiment dans un mandat au service du peuple, au plus près de lui. Et ce n'est pas par hasard si dans les sondages nationaux, l'institution politique qui est encore respectée, la seule qui est encore respectée, c'est celle de maires et de conseillers municipaux, à plus de 75%, alors que tous les autres mandats politiques sont jugés négativement à plus de 75%. Et ça tient cela tient à la proximité des habitants, au fait qu'on les croise tous les jours, et que si un maire reste dans son bureau et ne va jamais voir les habitants, il ne reste pas longtemps maire. Voilà, quelle que soit son opinion politique. Donc c'est un mandat, et pas simplement un engagement. Un mandat au service des gens, et pour décider de l'argent public que les gens vous confient à travers l'impôt. Je voudrais d'abord adresser mon salut et mes remerciements à l'équipe sortante, dont certains sont ici dans le public, d'autres s'étant excusés de ne pas pouvoir être présents, ayant pris d'autres dispositions, et c'est bien compréhensible. Les saluer, car la mandature qui a commencé en 2014 et qui s'est achevée en 2020 a été une mandature assez exceptionnelle. Assez exceptionnelle par les réalisations que nous avons dû porter, puisque je vous rappelle que le précédent conseil municipal d'installation ne se déroulait pas ici, puisque la maison commune n'était pas construite, mais dans l'ancienne mairie. Et que donc cette maison commune, avec tous ses services, avec ses associations, avec le CCAS, et avec cette place, Jean Jaurès, avec ce terrain de boule, avec ce restaurant, avec cette fontaine, tout ça n'existait pas, et il a fallu l'assumer pour le réaliser. Également, la construction d'une nouvelle école, et puis je ne détaillerai pas, parce que ce n'est pas le lieu, mais cela donne beaucoup de travail. Je pense notamment à ma voisine qui, avec Madame Alexandre, a piloté, et Jean-Pierre Olivares, qui était ici, qui était toujours à leur côté, piloté la construction de l'école Pierre Soulages, et construire une école, ce n'est pas une petite affaire. Bon, exceptionnel de ce point de vue. Exceptionnel aussi par les événements qui nous sont tombés dessus, ou qu'il a fallu assumer. Et là, les images qu'on peut avoir vous restent gravées. Je me souviendrai toujours de cette famille qui est arrivée en pyjama à 11h du soir dans la salle polyvalente, qui avait tout perdu, y compris le fauteuil de l'enfant handicapé qui était parti avec l'inondation. Tous les papiers étaient au rez-de-chaussée, plus aucun souvenir, plus rien, la destruction absolue. Et il a fallu, et là je salue tous les conseillers municipaux, et je salue particulièrement les conseillers municipaux d'opposition qui ne sont pas là aujourd'hui, Madame Lano notamment, son mari, puisqu'ils étaient là dès la première heure pour aider la population. Il a fallu faire face. Il a fallu faire face, on a dû improviser l'assistance, et cela vous marque pour toujours. Et là, vous prenez la mesure de ce qu'est le service de la population. Ça, c'est une image qui vous marque pour toujours. Comme pour un maire, ça le marque toujours de pouvoir aller un matin sonner à une porte pour annoncer à une mère que son fils s'est tué en moto. Tous ces événements marquent la vie d'élus. Et il y a des joies extraordinaires. Par exemple, l'autre jour, une dame était venue à la mairie, et c'est pas moi qui l'a remerciée, c'est vous tous, en disant grâce à vous, parce qu'elle faisait des petits ménages au noir, elle n'avait pas de vrai salaire, et naturellement tout s'est arrêté un certain 15 mars, et que donc il n'y avait plus aucune ressource, et le temps de faire les démarches, eh bien les enfants commençaient à avoir faim, et elle nous a dit, grâce à la mairie, on a pu faire manger mes enfants. Tout ça, ça fait le quotidien d'une mairie. Alors, maintenant que la compétition électorale est terminée,
avec ses aspects positifs, que sont la comparaison des projets, le débat, puisque nous avons eu la chance, y compris, d'avoir un débat télévisé, ce qui est assez rare pour une commune, mais avec ses aspects aussi négatifs, qui consistent à faire que les attaques sont parfois un peu personnelles. Nous avons essayé au maximum de ne pas participer de cela, et nous rangeons cela dans le passé. Maintenant, il nous faut nous engager dans le respect de ce que nous sommes, majorité et opposition, dans la vie de ce pays, dans la vie de cette commune. Et je voudrais là dire que nous avons devant nous un moment très particulier. Il y a des... Nous ne sommes pas dans une période, et c'était la fin de cette mandature normale. La crise sanitaire qui a frappé le pays depuis le 15 mars a fait que la mandature de l'équipe précédente s'est poursuivie jusqu'à ce jour. Et je tiens particulièrement à saluer tous les élus qui ne se représentaient pas et qui, dès qui le 15 mars, s'apprêtaient finalement pour certains même à prendre quelques jours de vacances. Et il a fallu tout de suite se remettre au travail en se protégeant d'un point de vue sanitaire, mais en allant au-devant, organiser l'accueil des enfants de soignants, visiter toutes les personnes isolées qui étaient sans ressources, venir aider les gens à faire des courses, rassurer aussi psychologiquement une population angoissée et qui peut avoir peur de la maladie et de la mort. Et eh bien, je peux dire que je tiens ici à saluer toute l'équipe sortante qui a continué le travail, appuyé par tous les bénévoles, appuyé par un élan de générosité très fort dans le village. Mais ils ont tenu jusqu'au bout. Et encore la semaine dernière, nous avons fait une réunion pour organiser des éléments, parce qu'ils étaient en responsabilité. Ils ont assuré leur responsabilité jusqu'au bout. Et je vous demande d'applaudir l'ensemble des élus qui étaient à nos côtés et qui aujourd'hui ne sont plus dans cette salle. Je vous disais que nous étions dans un moment particulier puisque nous avons traversé une crise sanitaire qui a des conséquences aujourd'hui économiques, sociales et puis même sociétales, psychologiques, qui vont être durables. Et les Grecs appellent ça le kairos, c'est-à-dire ces moments où nos actions rentrent en cohérence avec le long terme. Souvent on dit, il y a le quotidien et puis après il y a le long terme. Il y a des moments où vous vivez des instants qui ont du sens pour longtemps. Où vous avez le sentiment de toucher du doigt à travers vos actes une transformation profonde. Nous sommes dans cet instant. On en connaît dans une vie pas beaucoup d'instants comme celui-là. Il est très original, il ressemble en aucun cas aux autres instants qu'on a pu connaître. Du même type. Crise sociale, crise générale, voilà, ou guerre éventuellement, que je n'ai pas connue. On est dans cet instant, même s'il a un caractère très différent, car il pose l'enjeu, les enjeux qui sont devant nous. Les trois grands enjeux qui sont devant nous. Le premier enjeu, et qui devrait faire consensus, même si on diverge sur les moyens d'y répondre, c'est d'assurer ce qu'on appelle, dans notre jargon actuel, la transition écologique, et qu'on pourrait qualifier par le fait simplement que l'humanité se décide à changer sa façon d'occuper l'espace pour permettre la survie de sa planète et donc sa propre survie. Et aujourd'hui, cet enjeu est central. Et nous allons nous y mettre. Et comme toujours, au niveau d'une commune, on préfère les petits actes aux grands discours. Et dès mercredi prochain, le programmiste est dans l'école Joseph Delteil et nous lançons la rénovation thermique de l'école Joseph Delteil. Mais c'est une petite pierre auxquelles devront s'ajouter toutes les initiatives publiques, associatives, privées, qui fassent que nous allions dans cette direction. Donc cette transition écologique, il va falloir qu'on la mène ensemble dans cette mandature, d'une manière énergique, sans reporter au lendemain ce qui peut être fait le jour même. La deuxième chose, et vous allez le voir dès cet été, et on le voit déjà, on le sent déjà,
vous avez une montée non seulement des inégalités, mais tout simplement de la pauvreté. On ne peut pas ignorer le fait qu'il y a aujourd'hui 5 millions de personnes privées d'emploi et que sur ces 5 millions de personnes privées d'emploi, la majorité d'entre eux n'ont qu'une indemnité de chômage et n'ont que les minima sociaux, s'ils arrivent à se justifier pour les avoir. Et on la voit arriver. C'est pour ça qu'il nous faut réfléchir à la façon. Nous ne pouvons pas changer le monde à l'échelle d'une commune, mais nous pouvons commencer à faire les pas pratiques qui donnent envie de changer les choses. Et dès les jours qui viennent, il va falloir qu'on se dispose pour répondre à cette situation et construire ensemble une sorte de bouclier social local qui permet que personne ne puisse passer à travers les trous de la raquette et qu'on puisse protéger tous ceux parmi les plus fragiles dans notre village. C'est pour ça que dès lundi matin, nous lançons notre projet au CCAS d'un été solidaire. Oui, d'un été solidaire. D'habitude, l'épicerie solidaire ferme ses portes l'été. Eh bien, cette fois-ci, nous avons pris les dispositions pour qu'elles soient ouvertes et nous avons calculé tout un dispositif pour faire. Il n'y a d'ailleurs pas... Les publics peuvent être très différents. Les étudiants, par exemple, qui sont boursiers, n'ont pas de bourse en juillet et août. Et personne n'a pris la décision de poursuivre ces bourses. Ils sont donc réduits à zéro. Ils ont moins de 25 ans, ils n'ont droit à rien. Donc il y en a certains qui sont déjà venus vers la mairie. Et c'est déjà bien qu'ils aient pensé que la porte était ouverte aussi pour eux. Voilà. Et on va essayer de les accompagner pour les mettre dans tous les dispositifs qui leur permettent de faire face à cette situation. Et puis, il y a une troisième chose auquel, Nicole, vous avez fait allusion, qui est tout à fait fondamentale. C'est que nous sommes dans une crise démocratique dans notre pays. Et cette crise démocratique s'est manifestée lors des dernières élections par l'importance de l'abstention historique depuis 1959 à une élection municipale. Grabel, on est souvent dans la moyenne. Oui, effectivement, la participation correspond à la moyenne nationale. Alors on peut dire qu'il y a des particularités, tout ce que vous voulez. Certes, il y a des explications particulières, mais il y a quand même un problème démocratique. Ça ne change rien à la légitimité de notre action. Mais elle doit se mener, cette action, en ayant intégré le fait que 60% des personnes n'ont pas participé à l'élection. Donc il nous faut réfléchir et travailler ensemble pour que la population soit de plus en plus associée à la décision, pas simplement par la communication, mais aussi par le fait qu'ils puissent décider avec nous. La démocratie ne doit pas être simplement représentative. Elle est importante, la démocratie représentative. Ça signifie que, par exemple, il faut qu'on réfléchisse ensemble, ça sera la tâche d'un prochain conseil municipal, comment on améliore le débat au sein du conseil municipal, comment on le perfectionne pour que le conseil municipal fonctionne bien en relation avec la population qui lui a donné un mandat. Mais il faut aussi développer une démocratie participative qui permet à tous ceux qui veulent s'impliquer de pouvoir s'impliquer. C'est pour ça que la première délibération, ou le premier point qu'on abordera au prochain conseil, c'est la mise en place du comité de suivi citoyen qui devra contrôler et suivre au plus près la mise en place de tout l'aménagement de Gimel, Tuileries de Massane comprises. Et il faut l'installer. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi la mise en place d'un conseil citoyen de la transition écologique, de faire vivre les comités de quartier, de donner la possibilité à chaque groupe de faire que les associations aient un lieu où elles puissent s'exprimer, se coordonner. On aura l'occasion de travailler ces points. Il faut aussi une démocratie participative forte. Mais il n'y a pas que la démocratie participative, il y a aussi la démocratie directe, qui consiste à faire que ce sont les citoyens qui décident. On a à réfléchir aussi à cette dimension. Et si nous menons ensemble ce travail à Grabel pour remettre les citoyens au centre de la décision, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est la démocratie, si n'est le pouvoir du peuple? Demos kratos, le pouvoir du peuple. Eh bien, si nous faisons ce travail assidu dans les 6 années qui viennent, à notre niveau, au niveau le plus humble, nous pouvons contribuer à régler cette crise. Donc voilà, ces quelques mots généraux que je voulais vous dire.
avant que nous procédions aux autres élections, notamment celles des adjoints. Pour terminer, je voudrais faire référence à une anecdote personnelle auquel je pense souvent et que j'avais un peu gardé pour moi parce que c'était particulier. Mon grand-père, qui était mineur dans les houilles du Dauphiné, et c'est lui qui m'a appris à lire et déchiffrer l'heure, je me souviens que j'étais petit, tout ça. Lorsque, dans les années 50, il m'a amené au conseil municipal du village de montagne dans lequel on était, pour que j'observe le conseil municipal, puis ça devait contribuer peut-être à mon éducation civique. Et vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup d'enfants, vous auriez pu les amener. Hein. Voilà. Et j'ai regardé avec mes gros yeux d'enfant ce qui se passait, ce truc-là, là, qui est quand même pas bizarre. Je sais que les gosses, quand on fait le conseil communal des enfants, dans les écharpes, attention, ça te les fait. Hein. C'est un côté un peu magique, symbolique, extraordinaire. Et je suis allé voir ça. Je me souviens qu'il m'a montré. Et en sortant, je lui ai dit, j'ai demandé à mon grand-père, comment on devient maire? Comment on fait pour être maire? Et il m'a fait une réponse, beaucoup d'affection pour mon grand-père, qui est parti quand j'avais 11 ans. Il m'a fait une réponse, j'ai mis du temps à la digérer, cette réponse. Il m'a dit, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Il a exprimé, avec ce c'est pas pour nous, il a exprimé cette résignation qui est parfois au cœur du peuple et qui dit finalement, c'est les puissants qui se réservent l'organisation, la direction de la société. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Et il m'a fallu des décennies pour comprendre qu'il faut faire mentir mon grand-père. Il faut le faire mentir. Ici, je suis heureux que dans ce conseil municipal, il y ait des gens de toutes origines, que vous veniez de tous les quartiers de Grabel, que vous soyez divers, que vous représentez toutes les couches de la société. Oui, toutes les couches de la société sont ici d'une manière ou d'une autre. Et qu'ensemble, nous puissions dire, oui, le peuple peut diriger son destin. Et cette promesse républicaine, cette promesse démocratique, c'est la chose la plus dure à réaliser. Je ne dis pas que nous allons le réaliser. Je dis qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est tendre vers ça, donner ce pouvoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Vive Grabel, vive la République. Oui, la parole, monsieur MS. Oui, d'abord, au nom de mon groupe d'opposition, je tenais à vous féliciter pour votre élection. J'ai été très sensible à vos mots concernant les élus et leur mission. Je n'aurais pas mieux dit. Je trouve que c'est effectivement important. Nous tous qui sommes élus ici, nous savons l'engagement que nous avons fait pendant la campagne et un certain nombre d'entre nous savent aussi l'engagement que cela requiert quand on est en responsabilité. Quand on est dans l'opposition, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est important aussi, l'opposition dans une démocratie, vous le savez. En ce qui nous concerne, notre groupe, nous ne serons pas des opposants à tout craint. Cela étant, nous avons proposé des projets différents, et donc c'est vrai que chacun de nos votes sera justifié et motivé par rapport à ce que nous avons proposé avec et pour les Grabellois. Alors, cette mission d'élu, pour moi, c'est un élément absolument essentiel de la démocratie locale. Et donc, pour exercer cette mission d'élu, il est important pour moi que nous puissions effectivement avoir les moyens de communiquer, de transmettre, d'être l'oreille et à l'écoute de l'ensemble des Grabellois que nous avons rencontrés, l'ensemble des Grabellois qui nous ont fait confiance, tous ceux qui participent à la vie de la commune. Tout le monde,
les commerçants, même les employés municipaux. Ça me paraît important. Deuxièmement, mais je ne reviens pas sur ce qu'a dit fort justement Nicole, la notion de transparence. Moi, je souhaite effectivement que la plus grande transparence soit de mise au sein du conseil municipal, au sein d'autres structures pour lesquelles vous êtes président de droit, comme par exemple le CCAS. Moi, je suis un fervent militant et défenseur de la transparence. Là où j'aurais un petit peu de réserve par rapport à ce que vous avez dit, monsieur le maire, concerne tout ce que vous avez développé autour de la démocratie participative. Moi, je considère que la primauté doit être donnée à l'élu, parce que l'élu s'est engagé. L'élu, pendant une campagne, il prend des coups, et dans cette campagne, il y a eu un certain nombre de coups qui ont été donnés, parfois pas très glorieux, mais il y a eu des coups. Donc l'élu, il prend des coups, c'est l'élu qui s'est engagé et qui est en quelque sorte visible. Et moi, je ne voudrais pas que la démocratie participative, ou ce que vous avez appelé les collectifs citoyens, etc., prennent le pas sur les élus. Je sais bien que c'est un peu à la mode actuellement que des citoyens soient désignés par le fait du prince ou soient tirés au sort et face à un certain nombre de propositions, au détriment parfois d'un certain nombre d'élus. Et moi, je souhaite que dans un certain nombre d'instances pour lesquelles vous avez prévu une concertation, d'être à l'écoute des citoyens, il y ait d'abord et avant tout le rôle des élus qui soient écoutés et pris en compte. Parce que ce sont eux, encore une fois, qui s'engagent et qui ont pris des risques. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans cette séance importante et symbolique. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Bon, donc nous allons poursuivre l'ordre du jour. Je vous remercie pour votre intervention, Monsieur MS. J'apporte juste une précision. Ce que j'ai expliqué sur la démocratie participative, qui n'est pas contradictoire à la démocratie représentative, ou sur la démocratie directe, sont dans notre programme électoral. Donc le petit livret de 8 pages où il y a notre programme, nous l'avons tous et nous allons cocher jour après jour la façon dont il est appliqué. Donc nous appliquons notre programme dans ce domaine, mais soyez assurés que nous commencerons par faire la meilleure représentation possible aux élus dans le conseil municipal. On poursuit l'ordre du jour. Donc maintenant, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Pour procéder à l'élection des adjoints, le premier vote, c'est sur le nombre d'adjoints. Dans la mandature précédente, il y avait 8 adjoints. Dans la mandature actuelle, je vous propose que nous élisions 7 adjoints. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de remarques particulières, on procède au vote sur ce nombre d'adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. On va naturellement remobiliser Cléo et Thomas, voilà, pour la soirée. Voilà, ça sera la dernière fois. Hein. Et donc, pour présenter, il y a une liste candidate d'adjoints, on vote par liste. Je donne la parole au premier adjoint dans cette liste, Monsieur Jean-Pierre. Merci, Monsieur le maire. Donc, premier adjoint, bien Jean-Pierre Olivares. Deuxième adjoint, Madame Zora Diroussi. Troisième adjoint, Monsieur Frédéric Wallet. Quatrième adjoint, Madame Nathalie Verdier. Cinquième adjoint, Monsieur Franck Fiandino. Sixième adjoint, Madame Cléo Ferron. Et septième adjoint, Monsieur Christophe Cellier. Merci. Y a-t-il une liste concurrente? Non, donc on procède au vote. Donc on va tourner avec le petit panier et vous avez la liste qui est prête sur votre table.
Liste Olivares. 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 Blanc. Liste Olivares. Liste Olivares. Liste Olivares. Liste Olivares. Liste Olivares. Liste Olivares. Blanc. 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 Liste Olivares. 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 Et blanc. Du coup, ça fait 24 votes pour la liste Olivares et 5 blancs.
Bon, alors avant qu'on prenne le point suivant de l'ordre du jour, on va vous présenter les délégations précises des 7 adjoints, mais de la totalité des 22 membres de la majorité municipale. Délégation qui sera confirmée par ensuite un arrêté avec le contenu précis de chacune de ces délégations. Et pour présenter ces délégations, je donne à la future adjointe à la communication, Nathalie Verdier. La parole me donne. Ok. Lentement. Alors, Jean-Pierre Olivares, gérant de société retraité, premier adjoint, délégué à la... Est-ce que ça va mieux là? Non. Bon. Bon, est-ce que vous m'entendez comme ça? Ok, s'il vous plaît. Alors, Jean-Pierre Olivares, gérant de société retraité, premier adjoint délégué à l'aménagement et à la protection du territoire. Zora Diroussi, conseillère de vente, deuxième adjointe déléguée à la jeunesse et à l'action éducative, conseillère métropolitaine. Frédéric Voilet, professeur agrégé, chargé de mission au rectorat, troisième adjoint délégué à la culture et aux équipements culturels. Nathalie Verdier, c'est donc moi, enseignante et chercheur à l'université, quatrième adjointe déléguée à la communication et aux solidarités. Franck Fiandino, conseiller en insertion professionnelle, cinquième adjoint délégué aux finances. Cléo Ferron, directrice de centre de loisirs, sixième adjointe, déléguée à la vie associative et socio-culturelle. Christophe Cellier, contremaître principal, septième adjoint, délégué à l'urbanisme. Pour les conseillers municipaux, Cathy Kretz, consultante d'entreprise retraitée, conseillère municipale déléguée au développement de l'agriculture locale et à la solidarité internationale. Marie-Sara Montagne, employée, conseillère municipale déléguée à l'inclusion sociale. Mourad Derouiche, délégué médical. Conseiller municipal, délégué spécial à l'animation du quartier de la Valsière, à l'organisation des circuits courts alimentaires et conseiller métropolitain suppléant. Sona Bidjanzadeh Astaray, assistante de service social, conseillère municipale, déléguée aux droits des femmes et aux égalités. Jean-Luc Martin, directeur de l'Office national des forêts, retraité. Conseiller municipal, délégué spécial à la transition écologique. Marie-Louise Vatelier, auxiliaire de vie, conseillère municipale, déléguée au cadre de vie. Jean-Loup Riche, éducateur spécialisé, conseiller municipal, délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Sylvie Carmona, assistante de vente dans la grande distribution, conseillère municipale, déléguée à l'animation socio-culturelle. Pascal Millet, professeur en lycée professionnel, conseiller municipal, délégué au sport et à l'éducation sportive. Najat Moguel, assistante de service social, conseillère municipale, déléguée au logement. Joël Vézinet, instituteur retraité, conseiller municipal et délégué spécial à la démocratie participative et la citoyenneté. Betty Timon, employée de service, conseillère municipale déléguée aux festivités. Mostafa Marchou, ouvrier qualifié dans l'artisanat, conseiller municipal délégué à la vie périscolaire. Christine Majorel, professeure de physique retraitée,
conseillère municipale déléguée à l'accompagnement des aînés et des personnes en situation de handicap. C'est tout pour... Alors, on va demander à l'un d'entre eux d'inaugurer sa délégation en vous faisant la lecture du document qui est sous vos yeux, qu'il est désormais obligatoire de lire lors de la première séance. C'est la charte de l'élu local et je propose à Joël Vézinet, puisque c'est sa délégation, de nous lire cette charte. Oui, cette charte fait largement écho aux propos de Mme Ansidei dans son discours en termes de principes, de valeurs et de règles. Donc voici le texte de la charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci beaucoup. Donc tout ça, il faudra que nous le mettions en pratique et puis qu'on peut même envisager de l'améliorer nettement, parce que je trouve cette charte insuffisante. On le fera lorsqu'on sera amené à discuter et à voter en conseil municipal le règlement intérieur du conseil municipal qui doit être adopté dans les 6 mois qui suivent le conseil d'installation. Donc dès la semaine prochaine, nous réfléchirons à ce calendrier. Donc point suivant, nous devons... Il n'y a pas de vote sur cette charte, on en prend connaissance. Point suivant, où il y a un vote qui est nécessaire, c'est la détermination du nombre d'administrateurs au conseil d'administration du CCAS. Donc il y a actuellement 15 administrateurs, le maire qui est président de droit, président du CCAS, et 7 administrateurs représentant les associations et 7 administrateurs représentant le conseil municipal. Donc il faut qu'on adopte ce chiffre aujourd'hui pour que je puisse lancer la consultation auprès des associations. Certaines sont obligatoires, d'autres sont facultatives. On va essayer de consulter le maximum de personnes qui aient envie de s'investir et pour que nous puissions, lors du prochain conseil municipal, désigner les 7 membres de ce conseil d'administration en proportion des résultats majorité-opposition. Donc voilà, je ne vois pas de raison de modifier ce chiffre.
Y a-t-il des interventions sur ce point? Non. Bon, donc on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je dois maintenant vous faire une information officielle. Dans le conseil municipal, les élections sénatoriales ont été convoquées pour le dernier dimanche de septembre et chaque commune doit désigner les grands électeurs. Alors, au début, quand on a parlé de grands électeurs, tout le monde croyait qu'il n'y avait que Pascal Millet qui pouvait être élu. Donc, non, grands électeurs, on ne connaît pas très bien le fonctionnement du Sénat en France. La France est l'un des derniers pays démocratiques dans lequel le Sénat n'est pas élu au suffrage universel. C'est comme ça. Et ce sont donc des grands électeurs, conseillers départementaux, conseillers régionaux et une partie des conseils municipaux. Nous avons droit à 15 grands électeurs et 5 suppléants. Donc vendredi prochain, au prochain conseil municipal, qui aura lieu vendredi 10 juillet à 18 h, il y aura un premier conseil municipal qui aura lieu à 18 h et qui aura pour fonction de désigner les grands électeurs. J'en ai pas encore discuté avec l'opposition pour qu'on puisse organiser ça. La dernière fois, on avait fait une liste unique en faisant les calculs pour ne pas mobiliser les services inutilement. Mais s'il y a besoin d'un isoloir, tout ça, on mettra tout comme vous le souhaitez. On en discutera plus tard. Mais je suis obligé de vous faire cette annonce aujourd'hui pour dire que vendredi prochain, à 18 h, il y aura les grands électeurs, l'élection des grands électeurs, qui, je vous le rappelle, ont l'obligation de participer au vote. Le vote des grands électeurs est obligatoire, à la différence du vote des citoyens. Voilà. Deuxième information que je tenais aussi à vous dire, le premier conseil municipal normal d'exercice, où il va notamment aborder les questions budgétaires et une trentaine d'autres délibérations, aura lieu le même jour, vendredi 10 juillet, à 18 h 30, interruption entre les deux de 2 minutes, et on repart à 18 h 30. Nous vous faisons parvenir les dossiers très rapidement, dès ce soir. Voilà, vous allez les avoir dès ce soir pour que vous puissiez les travailler. Nous n'avons pas pu consulter les commissions, on les constituera à ce moment-là, ce qui est tout à fait normal, prévu dans les textes. J'en profite au passage pour remercier tous les services qui ont contribué à l'élection, qui ont contribué à la tenue de ce conseil municipal, à la gestion dans l'ordre de tout ce qui doit être fait, qu'il s'agisse de la direction générale des services, qu'il s'agisse du service communication, qu'il s'agisse du service festivité, qui participe des services techniques aussi. Tous se sont vraiment mobilisés. Nous n'avons eu aucune difficulté à organiser cette élection. Nous étions prêts à accueillir le double d'électeurs s'ils étaient venus. Et donc, je tiens particulièrement à les féliciter pour ce travail. Donc voilà, le prochain conseil municipal aura lieu vendredi prochain à 18 h 30 pour traiter toutes les questions. Il y a notamment une nouvelle intéressante qui est tombée aujourd'hui. Et voilà, on n'a pas encore eu le temps de communiquer dessus. C'est qu'à la suite de notre mobilisation intense auprès des services, avec l'appui des parents et des enseignants, nous avons obtenu la création d'une 7e classe à l'école Jean Poncy, ce qui va faire passer l'effectif actuel de 30 à 25 et quelques. Et je peux vous dire que ce n'est pas le même type d'apprentissage quand on est 25. Voilà. Et donc, on verra la semaine prochaine. Vous verrez qu'au budget, c'est prévu l'installation de 7e classe. Par bonheur, nous avons construit une nouvelle école, il reste beaucoup de place. Et nous allons pouvoir ainsi installer cette nouvelle classe et répondre aux besoins. Il faut noter que cela est dû à une mobilisation générale au niveau scolaire. Voilà. Il ne faut pas croire qu'on était nécessairement devant d'autres dans ce cas-là. Hein. D'autres ont des effectifs parfois un petit peu plus chargés. Mais nous avons une classe pour enfants autistes. On a fait un très gros effort pour l'installer dans l'école Jean Poncy. Donc tout le monde a joué le jeu. Parents, enseignants, enfants ont joué le jeu. Ils ont joué le rôle de tuteur de tous ces enfants. Et c'est magnifique ce qui s'y passe. Et donc cela a été vu par les autorités académiques. Ils ont vu aussi qu'on a été volontaire pour l'accueil des enfants de soignants et de personnel prioritaire, que ce soit les services municipaux ou les enseignants. Ils ont vu aussi que nous avons pris un dispositif exceptionnel. Lorsque, à partir du 11 mai, le déconfinement a été mis en place et que les écoles pouvaient reprendre,
Vous savez que la limitation d'effectifs par classe faisait qu'on ne pouvait prendre qu'une partie de la classe. Eh bien, pendant 2 jours. Pendant les 2 autres jours, eh bien, nous avons mis au point une journée périscolaire. Il suffit d'aller faire un tour dans les écoles de Montpellier pour vous apercevoir qu'on est bien les seuls à avoir fait ça. Et par là même, on a démontré à l'Éducation nationale que si nous avions aussi notre esprit critique et que nous savions critiquer un certain nombre de décisions, quand il s'agit de mettre les choses des mains à la pâte, eh ben, nous pouvions être exemplaires. Donc tout ça a pesé dans cette décision et je vais remercier la direction académique de cette initiative. Donc nous installerons cette classe pour la rentrée prochaine. Donc il y a du travail pour la semaine prochaine. Tout le mois de juillet va être bien pris par toute une série d'activités et ça n'empêchera pas aux uns et aux autres, après cette très longue période, de prendre les jours de congé nécessaires pour pouvoir faire face à une rentrée qui, espérons-le pour tous, se fera dans des conditions normales. Je me tourne vers ma directrice générale des services. Ai-je oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, donc j'ai une bonne note ce soir. Voilà, dernier mot, c'est que nous invitons à un petit verre de l'amitié à l'issue de ce conseil municipal et vous souhaiter une très bonne soirée. Voilà.